L'usine, elle va fermer. Avec tout le fric qu'ils se font, ces enfoirés, ils vont fermer l'usine. On se laissera pas faire. C'est pas possible. Le couperet est tombé, la décision est prise. Il y a déjà bien longtemps que Ford a ça dans les tuyaux. Depuis 2008. 10 ans que les ouvriers se mobilisent, alertent, manifestent, luttent, et ça a payé. Ils ont réussi à garder leur emploi tout ce temps-là. Sauf que désormais, c'est plus compliqué. Plein de copains et de copines sont partis en retraite, ou ont profité de départs volontaires pour tenter d'autres aventures. Et maintenant, il n'y a plus que 900 emplois sur le site de Blanquefort. Pour les sauvegarder, il va falloir encore se battre, alerter les pouvoirs publics, les médias, dénoncer le scandale qu'une entreprise puisse licencier alors qu'elle fait des milliards de profits, tout en recevant des aides publiques. Cela va demander de l'énergie, beaucoup d'énergie. Ne fermez pas la fenêtre, s'il vous plaît. J'avais dit ça comme ça, doucement, un simple murmure. Mais Svetlana m'a foudroyée. L'infirmière, c'était elle. Elle avait tous les droits sur cette pièce et le malade qui l'occupait. Cela faisait 10 ans que la vieille Moldave s'occupait de mon père. Il l'aimait bien, elle le supportait. Elle s'en débrouillait, comme la tante d'un parent arrivé à son crépuscule. Elle et moi, c'était autre chose. J'étais le fils en trop, l'écervelé, l'inconscient qui servait un verre de blanc frais au mourant, celui qui lui tendait une cigarette pour une seule bouffée. J'étais l'empêcheur de mourir tranquille, qui lui parlait de l'usine, encore et encore, même lorsqu'il fermait les yeux. Marco ne dort pas. Il regarde au plafond les lueurs floues jetées par les persiennes, comme une vapeur d'insomnie. Ou bien, se tournant sur le côté, les chiffres verts du radio-réveil. Compte à rebours. L'usine va fermer. Marco écoute la nuit. Il épie son souffle à elle, à côté, qui lui tourne le dos. Il a peur de l'entendre s'arrêter. Il a peur qu'un silence définitif s'abatte sur lui. Il pose sa main sur son bras, le sang se soulever. Chaleur douce. Elle s'appelle Laurence. L'ouvrier est le dernier vestige dénué de toute valeur de l'usine. La culpabilisation des salariés fait partie de la panoplie guerrière. Si vous ne travaillez pas jusqu'à la fermeture de l'usine, vous serez les seuls responsables du fait qu'aucun repreneur ne se sera manifesté. J'aime pas les bagnoles. Ça pue, ça pollue, c'est moche. Ça finit dans le fossé, dans un platane, dans une bagnole. C'est sans doute le pire moyen de transport inventé à ce jour. C'est au progrès humain ce que Benoît Magimel est à la sobriété. Il ne faut pas m'en vouloir. Je ne sais que faire et chanter des chansons. Et les chansons n'ont jamais changé le monde. Pourtant, quand le monde change, il y a toujours des chansons pour l'accompagner. Nous n'avons pas gagné, mais c'est nous qui avions les plus belles chansons, disaient paraît-il les républicains espagnols, défaits par la bêtise au front de taureau. Le monde ne change jamais tout seul. Il faut des gens qui en ont assez, des gens qui sont à bout, des gens qui bouillent, des gens qui marchent dans les rues, sous des banderoles, et évidemment, des gens qui chantent. La plupart du temps, pour faire changer le monde, les gens chantent des slogans sur l'air des lampions. Sans doute parce qu'ils en ont marre d'être les lampistes. Au bout d'un moment, s'élève une chanson. Une mélodie simple. On croit toujours l'avoir déjà entendue. Un hymne populaire. Une vieille réminiscence de chant d'église, peut-être. Mais dont les paroles s'envolent contre ces hivers tellement longs, imposés de la main des maîtres, des mauvais jours qui n'en finissent pas, et des horizons désespérants de nuages menaçants. Negra soleil.
Que dit cette chanson? Elle dit que le printemps va revenir, que les cerises sous la feuille tendre attendent les bouches assoiffées de justice et d'amour. Alors, tous ces gens qui en ont assez, qui bouillent, qui sont à bout, mis bout à bout, ça fait changer le monde. Un peu, pas trop à la fois. Parce que, hélas, les vieux démons reviennent. Ils ne se taisent jamais tout à fait, au fond des mauvais cœurs et des méchants esprits. Ils profitent du moindre manque de vigilance, du plus petit excès de confiance, pour saper ce qui a été péniblement construit et spéculer sur la résignation. Alors les gens redescendent dans la rue, sous des banderoles, pour marcher, demander, marcher, exiger, marcher, crier, lutter et chanter. Les mêmes chansons, ou d'autres, car les temps changent. Elle dit que ça branle dans le manche, qu'elle fait rimer avec revanche. Elle chante les canuts, la butte rouge, la semaine sanglante. Elle chante les lendemains, dont elle sait bien qu'ils ne chanteront pas forcément. Elle chante toute la fraternité blessée. Sur des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte de la misère, les heures mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Parmi les actions inventées pour mettre des visages et des corps derrière un fait de société, on vous a proposé de poser pour un photographe. Montrez qui vous êtes. Montrez que vous ressemblez à ceux qui travaillent, ceux qui provisoirement ne sont pas menacés, ceux qui connaissent l'usine, parce qu'elle fait partie de la ville, de la région. Poser, quelle drôle d'idée. On n'est pas des vedettes, nous. Et puis les photos, je déteste ça. J'aime pas me voir. Mais vous avez accepté pour sensibiliser l'opinion. Vous prenez des risques une fois de plus. Vous avez décidé d'exposer vos visages et vos corps au regard des autres. Vous souriez, monsieur, parce qu'on vous a toujours dit de sourire quand on vous prend en photo. Mais pas seulement. Vous souriez aussi parce que vous êtes fier du combat que vous menez. Vous vous tenez droit. Votre regard nous cueille et nous interroge. Avant, jamais Marco n'a songé qu'il pourrait la perdre et voir tout s'effondrer autour de lui. Avant, Marco ne se posait jamais ce genre de questions. Avant, Marco était un type souriant, le mec cool si vous voulez. Avant, Marco repoussait ses inquiétudes d'un revers de la main comme on chasse une guêpe. Pas insouciant, non. On tue pas une guêpe parce qu'on la chasse. Avant, par exemple, Marco aimait son boulot. Il faisait ça de son mieux, comme quand il bricolait à la maison. Il s'appliquait. Oh, il n'ignorait pas que son intelligence, son savoir-faire était exploité par la boîte, mal payé, jamais reconnu. Marco savait tout ça. Il savait exactement sa place dans le mode de production capitaliste, comme on dit. Déjà, Marco haïssait, méprisait les patrons, les darons, les actionnaires, toute cette nuée de profiteurs d'ici ou de l'autre côté de l'Atlantique. Sans parler de la plupart des cadres, des petits chefs qui veillaient au grain dans l'usine, qui pensaient ne pas être sous le marteau parce qu'ils s'étaient placés du côté du manche. Tout ce petit personnel aux ordres, sans lequel aucun pouvoir, aucune oppression ne saurait se maintenir. Et vous, les femmes de l'équipe, vous avez voulu poser en groupe pour garder la photo plus tard. Ne pas oublier, c'est votre vie. Autant d'années passées ensemble, on ne les efface pas par un plan social. Vous posez le regard fier. La photo s'anime et résonne de vos paroles, de vos cris, de vos rires.
Certaines ont endossé le gilet jaune de sécurité. Les hommes vous rejoignent. Vous travaillez avec. L'une d'entre vous prend dans ses bras son amie. Elle la serre, la protège, lui donne toute la force dont elle aura besoin pour les jours, les mois et les années à venir. Ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, sa turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole. Cher à patron. Patron d'Adélie au gabal des trois saisies. Quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur votre rogne pisse à l'écart, nous les laisserons vos charognes. Cher à Maca. Depuis le début de la soirée, la ville chavirait sous la Coupe du Monde de football. Bonheur, joie, liesse. À la radio, à la télé, les journalistes puisaient dans leur dictionnaire pour trouver un mot plus haut que l'autre. Je veux qu'il écoute ça, j'ai dit. Je me suis assis sur le lit, penché sur mon père. Il fermait les yeux, respirait faiblement. Tu entends, la ville devenue folle? Il a hoché la tête, son maigre sourire. Ce matin, je lui ai dit que l'usine vivrait, que le gouvernement avait été ferme et que Ford renonçait à quitter le site. Ford avait décidé de lancer la nouvelle boîte de vitesse chez nous, à Blanquefort. Ford a encaissé 120 millions d'euros d'aide publique. Un protocole garantissant 1000 emplois pendant 5 ans a été signé en 2013 entre Ford et les pouvoirs publics. Alors que ce protocole arrivait à échéance en mai 2018, les responsables de Ford, trop pressés, ont annoncé dès février sa fermeture définitive. Alors, fini les bagnoles! Avec les broyeurs, on peut même recycler les salariés. J'aime pas Ford. C'est le taylorisme, l'individualisation des tâches, l'homme-machine. Ça finit en dépression, en divorce, en suicide. C'est sans doute le pire des systèmes de production inventés à ce jour. C'est au progrès humain ce que Bernard Arnault est à la sobriété. Alors, j'aime pas les usines Ford. Oui, quand on passe 30 ans de sa vie derrière une chaîne de montage et qu'on se retrouve à 2 doigts de la retraite avec pourquoi pas un début de cancer, bien sûr que ça peut en faire pleurnicher certains. Néanmoins, sachez que si vous en êtes là, c'est uniquement de votre faute. Et les petits problèmes de fuite d'huile largement constatés sur la boîte automatique fabriquée à Blanquefort ne sont certainement pas l'unique cause de votre malheur, même si, évidemment, ils n'y sont pas non plus pour rien. Comprenez que votre situation vient essentiellement de cet état d'esprit un peu trop enfant gâté, à ses propres travailleurs français en général. Quelques éminents spécialistes, d'ailleurs, en matière de force de travail et de courage, en ont fait le constat. Serge Das. Les Français ne travaillent pas assez. Regardez la Chine. Les gens travaillent 45 heures par semaine. Ils dorment dans leurs usines. Ils font de bons produits pas chers parce qu'ils travaillent, eux. La France ne travaille pas. Jacques Séguéla. Le salaire moyen d'un Chinois, c'est 10% du SMIC et ils sont heureux. Ils se battent. Ils y croient. Jacques Attali l'a également bien piégé. Pour pouvoir s'étendre, les marchés rencontrent un obstacle majeur, les lois. Ce sont les démocraties, les codes du travail, etc., qui empêchent notre économie d'aller de l'avant. Alors, peut-être qu'avant de réclamer des contrats de travail, des machines à café pour vos petites pauses et de chipoter sur l'âge éventuel de vos retraites, vous pourriez commencer par vous remettre en question et prendre exemple sur les plus pauvres, car notre avenir
c'est eux. Avant, on arrivait à faire reculer l'ennemi, à le tenir en respect. En respect de qui? De quoi? D'une parole? Des hommes et des femmes au travail? L'ennemi ne respecte rien. L'idée même doit le distraire beaucoup de ses calculs cyniques, comme une bonne blague pendant une pause café. Sauvage encravaté, barbare à sang-froid, prédateur sans état d'âme. Une armée de tueurs tranquilles s'est déployée sur toute la planète. Il n'est plus vraiment nécessaire de tirer sur la foule pour la soumettre. Il suffit de la fatiguer, de connaître son degré d'usure, de calculer son point de rupture, puis d'arracher, une fois qu'elle aura commencé à vaciller, son consentement. L'ennemi est en train de mener et de gagner une lutte des classes dont il a toujours nié la réalité. Mais c'est sûr? C'est certain? L'usine est sauvée? Je me suis levée, j'ai ouvert les fenêtres, plus encore. Tu n'entends pas? La France fêtait le sauvetage de mon usine. C'est ce que je lui avais dit. L'honneur des 862 salariés en lutte qui seront bientôt rejoints par 2000 autres, comme dans les années 2000. L'honneur du grand parking qui va être de nouveau plein à craquer. L'honneur de tous les gars au pied de la chaîne de montage. L'honneur des compagnons des zones de production, de montage, du traitement thermique. L'honneur des régleurs, des contrôleurs, du service achat des matières premières. L'honneur de tous ceux qui croient que le travail est le lieu de la dignité. L'honneur des femmes et des hommes qui ont refusé le salaire de la peur. Mais ce que j'aime encore moins, ce sont les actionnaires qui chouinent devant le retour sur investissement. Les dirigeants d'entreprises devenus de vulgaires banquiers. Les politiques dont la lâcheté crasse rivalise avec l'indigence funeste. Ce sont les conséquences des agissements de ces tristes pitres, des vies d'ouvrières et d'ouvriers fracassés sur l'autoroute du pognon. Allez plus loin, ouvrières, ouvriers, dites-vous. Mais vous, les destructeurs d'emplois, les briseurs de vie, vous n'allez pas plus loin. Vous vous figez. C'est nous qui partirons puisque vous nous virez avec l'illusion de croire que vous êtes supérieurs, au-dessus des lois. Allez plus loin. Oui, nous irons plus loin, mais pas où vous voulez. Nous ne sombrerons pas. Nous aurons nos larmes pour nous. Ce sont elles qui ont raison. Elles qui nous grandissent. Ce sont nos armes. Tous ensemble, vroom, vroom. Tous ensemble, vroom, vroom. Tous ensemble, vroom, vroom. J'ai allumé le poste. Je redoutais le retour de Svetlana. J'ai mis une chaîne de sport, la première, n'importe laquelle. Les Champs-Élysées étaient embrasés. Des dizaines de milliers, bras levés, sourires victorieux. Une France d'avant les tourments. Ça va, papa? Vague haussement d'épaule. Sa voix, épuisée d'âge et de tabac. Y a pas de drapeau rouge? Pas de banderole syndicale? Il se croit où? À un match de foot? Je lui ai caressé les cheveux. Ça, c'est Paris. Ils sont comme ça à Paris. Dommage qu'ils ne puissent se lever, venir jusqu'à la fenêtre parce que chez nous, place Péberlan, il n'y a que ça, les drapeaux rouges. De la joie ouvrière, de la fierté, de la dignité, de la beauté. Il a ouvert les yeux une dernière fois. Alors, on a gagné, mon fils? Je lui ai pris la main. On a gagné, papa. Puis il s'est rendormi, le sourire aux lèvres.
Marco se demande ce que ça lui ferait de gifler un président quelconque. Ou un ministre. Si ça le soulagerait. Ou même de le prendre par le col et de lui secouer la paillasse, puis de l'accrocher à un porte-manteau. Devant les caméras, tiens. Comme le coup de la chemise arrachée. Parce que perdre son boulot, se faire lourder comme un malpropre, jeter comme un mouchoir usagé, gazé et matraqué par les flics comme ça arrive souvent, c'est pas violent, ça? Parce que eux, pour ce qui est de voir venir, ils savent y faire. Profit maximum, fraude fiscale, fortune démente, dividendes garantis, corruption, complicité innombrable. C'est censé nous ruisseler sur la gueule le jour où l'envie leur prend de pisser par-dessus le bastingage de leur yacht. Et ils savent soigner les gardes-chourmes, les directeurs parano, les DRH pervers, les journalistes des grands médias attachés à leur niche, tour à tour mordant ou rampant selon qui s'approche. Il enrage, Marco, et il aimerait comprendre pourquoi les camarades et lui se sentent si seuls par moments à penser ce qu'ils pensent, à faire ce qu'ils font, lutter, encourager, entraîner les collègues, les copains. Il se sent encore du courage, ça oui, poussé par cette colère, cette révolte, cet écœurement, et puis cette conviction que le monde doit changer de base, comme dit la chanson, tant qu'il est encore temps. 6h37, chiffre rouge. Marco n'a pas dormi. Il se lève. Debout, il se sent mieux. Aujourd'hui, ça ira. Ça ira. Et la chanson alors, mélodie simple, cerise vermeille et goutte de sang, revient faire ce qu'elle sait faire le mieux. Soutenir les poings levés, réchauffer les cœurs fatigués, réveiller les fatalistes au bois dormant, faire briller les yeux de qui n'est plus tout seul dès lors qu'il entend le refrain. Camarade à voix forte. J'en sais quelques-unes de ces chansons-là, par goût, par conviction, par émotion. Je suis sûr qu'il faut les chanter, encore et toujours, quand bien même elles sont accueillies par les canements arrogants des mécréants de la lutte de classe, ou détournées en rythme à la mode, au Bella Ciao, avec ses bonnes intentions dont peuvent les en faire. Il faudrait même en écrire de nouvelles, bien qu'il semble impossible de commander ce petit miracle, qu'est une chanson que le peuple s'approprie et qu'il chante pour changer le monde. Le peuple collier de misère sera-t-il donc toujours divé jusqu'à quand les gens de guerre tiennent en milieu du pavé, jusqu'à quand la simple clique nous prendra-t-elle pour vide bétail, à quand enfin la République de la justice et sans travail. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Vous refusez de sourire. Vous avez déjà accepté de poser, il ne faut pas trop vous en demander. Et puis vous n'aimez pas ça, la photographie. Vous restez sérieux, vous êtes dur. Il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas en vacances. Vous n'acceptez pas la fermeture de l'usine. C'est grave, scandaleux. Vous nous défiez du regard, vous nous montrez vos années d'usine, vos origines. La mobilité que vous acceptez pour continuer à travailler. Vous êtes allé le chercher, ce boulot. Vous vous êtes battu, et maintenant, on vous demande d'y renoncer, de gommer des années de votre vie. Comment voulez-vous sourire ? Ce que j'aime, c'est vous. Qu'il ne vous résignez pas. Ce que j'espère, c'est que votre combat ne sera pas vain. Qu'il ouvrira des brèches de nouvelles structures davantage basées sur la coopération que sur la compétition. Qu'une gestion horizontale et responsable remplacera de vieux schémas de domination archaïques, qu'apparaisse, comme le dit le slogan de Ford,
une autre façon de voir la vie. Loin de toutes ces raclures de joints de culasse. Je suis sortie dans la foule, des gamins portaient des maillots aux couleurs de l'équipe de France. La ville dansait et chantait la victoire jusqu'au vertige. Alors voilà, j'ai plongé au milieu de cette joie qui n'était plus la mienne. J'ai marché jusqu'à la cathédrale, j'ai ouvert mon sac et enfilé le maillot blanc des copains de Ford sur ma chemise. Je suis montée sur le socle de la statue Chaban, point levé. Puis un enfant m'a suivi avec sa mère, puis un jeune, puis un homme, et puis un autre.